Bonjour tout le monde. Désolé de ne pas pouvoir être avec vous. Comme vous avez compris, j'ai le Covid. Comme j'ai aucun symptôme, je peux vous donner la présentation quand même. J'espère que vous allez entendre et voir correctement ce que je veux vous dire malgré mon absence et le fait qu'une fois de plus, on soit obligé de faire les choses à distance. Oui, je vous remercie pour l'invitation. Moi, je suis qu'une petite pièce dans toute l'équipe Opsera. Je pense même être la personne qui a rejoint Opsera il y a le moins longtemps, en fait. Donc, je donne un peu cette présentation au nom de toute l'équipe. Donc, tout d'abord, avec la jeunesse dont Jérôme a parlé, et physicien à l'Institut de physique du Globe, qui est le pilier d'Opsera, et de Céline, qui est la directrice adjointe en charge de la partie géochimique et qui est physicienne adjointe et qui est en Guadeloupe, épaulée par Thierry Kitou et Jolène Ajax du point de vue technique et logistique. Et puis dans l'équipe, il y a aussi Pascal Allemand qui est spécialiste de télédétection et qui est à l'université de Lyon. Donc j'ai repris le titre que Jérôme a proposé du cycle de l'eau aux Antilles. Mais vous allez voir, on va parler pas seulement de l'eau, on va parler de ce que l'eau fait en termes chimiques et physiques et biologiques sur un observatoire situé dans la zone tropicale. Donc, de quoi en parler des différentes choses qui font que la zone caribéenne, ou en particulier la Guadeloupe et ses îles tropicales volcaniques sont assez uniques. C'est le fait que ce soit des hotspots pour plusieurs grands flux, grandes composantes en fait, du système Terre. Premièrement, on parlera d'altération, on parlera de flux d'eau, on parlera d'érosion, on parlera un petit peu d'activité biologique. Parce que tous ces phénomènes sont un petit peu magnifiés, tous ces phénomènes de la zone critique sont un peu magnifiés sur un endroit comme la Basse-Terre de Guadeloupe. Si je reprends le grand diagramme que vous avez probablement vu dans les autres présentations, on va plutôt s'intéresser à ce qui se passe dans la partie amont, on va dire, loin de la mer dans le diagramme, mais en fait près de la mer en Guadeloupe, sur de la zone critique, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur les pentes, dans les bassins versants et dans les aquifères et dans les flux d'eau et de matière qui en résultent. Donc, qu'est-ce que c'est Opsera? Donc, c'est un observatoire de la zone critique, comme les autres sites dont vous avez entendu parler depuis le début de la semaine, j'imagine. Le nom veut dire Observatoire de l'eau et de l'érosion aux Antilles. Et donc, c'est un service national d'observation qui fait partie maintenant d'OSCAR, qui a été créé par l'IPG, le CNRS, l'INSU en particulier, en 2011, mais qui fait suite à des projets de recherche et des initiatives d'observation qui avaient commencé bien avant, comme Jérôme l'a rappelé. Et puis ici, vous avez sur cette mosaïque que Eric m'a passée une petite idée de à quoi ressemblent les sites, à quoi ressemblent les activités, et puis des quelques personnes qui travaillent, qui travaillent pour Opsera et à Opsera. Alors, la question de départ, en fait, c'est pour ça que j'ai préféré commencer la présentation et l'ensemble du plan par des histoires de chimie d'altération. C'est pas seulement parce que c'est ce que je sais faire dans ma vie de tous les jours, mais c'est aussi parce que c'est un petit peu la question de départ. Il faut savoir que l'île de Basse-Terre en Guadeloupe, qui est en fait une des deux îles de Guadeloupe, hein, je le précise tout de suite, il y a deux îles en Guadeloupe qui sont reliées par un isthme, l'île de Grande-Terre et l'île de Basse-Terre, qui sont très, très différentes du point de vue géologique et morphologique. Moi, je parlerai aujourd'hui de l'île de Basse-Terre, qui est celle qui est une île volcanique, sur laquelle se trouve le volcan de la Soufrière. Il faut savoir que c'est la question scientifique qui a motivé ça, c'est le fait que les basaltes et les roches similaires, hein, principalement de l'andésite, en fait, qui est une roche similaire au basalte en Guadeloupe, sont très importantes pour la dynamique des surfaces terrestres et en particulier pour le carbone, parce que leur altération chimique. Oui, tu veux dire un truc, Isabelle? Ça s'entend. Donc, je disais, je vais reprendre sur cette diapositive. Je vais commencer par parler, en fait, dans cette présentation d'altération chimique des roches, après vous avoir donné une petite introduction, parce que c'était un processus de la zone critique qui était un petit peu à l'origine d'Obsera, en plus d'être ce sur quoi moi je travaille. Donc, il faut savoir que les basaltes et les roches similaires, comme l'andésite qui fait l'île de Basse-Terre en Guadeloupe, représentent très très peu en surface des surfaces continentales, mais leur altération chimique, c'est-à-dire le résultat de leur interaction avec l'eau et l'atmosphère,
mène à 30% de la consommation totale de l'altération, enfin de la consommation de CO2 par l'altération des silicates. Donc, je reviendrai sur ces processus juste après, là, parce que je ne sais pas si vous en avez beaucoup entendu parler lors de cette semaine pour l'instant, mais il faut savoir que l'altération des silicates consomme du CO2 atmosphérique et que c'est le puits, l'un des puits, ou si ce n'est le puits majeur de CO2 à l'échelle des temps géologiques. Et donc ça, c'est parce que les basaltes, en fait, sont faits de minéraux qui s'altèrent très très facilement, qui réagissent très très facilement avec l'eau et le CO2 atmosphérique. En plus, et ça, c'est des travaux qui ont été menés à l'IPG dès les années 90, l'altération des basaltes réagit très fortement. Vous pouvez le voir sur le graphe de gauche, où on voit la consommation de CO2 par l'altération en fonction du flux d'eau spécifique qui s'écoule à travers un bassin versant. Ça réagit très fortement au flux d'eau qui coule sur un bassin versant. Donc, en gros, plus il pleut, plus les basaltes vont s'altérer vite. Sur le diagramme de droite, vous voyez un autre effet qui est exprimé d'une façon légèrement différente, mais en gros, c'est la même chose. C'est le flux de carbone de l'atmosphère vers les rivières et par l'altération. Et on voit que ce flux augmente, exprimé sous la forme de la concentration en bicarbonate, augmente avec la température. Donc, ça veut dire que si on est dans une zone où il pleut beaucoup et où il fait chaud, et où on a des basaltes ou des roches similaires, comme les îles volcaniques tropicales, et on est dans des hotspots d'altération. Et donc, une des grandes questions d'Observa au début, ça a été d'essayer de quantifier justement et de voir quels étaient les contrôles de ces flux d'altération dans le contexte des îles tropicales volcaniques. Alors, l'île de Basse-Terre, la voilà, comme je le disais avant, mais vous ne m'avez peut-être pas entendu, la Guadeloupe s'est formée de deux îles qui sont reliées par un isthme, en fait. L'île de Grande-Terre, qui est à l'est et qui est géologiquement et en termes de relief très, très différente de l'île de Basse-Terre qu'ici on voit, et qui est donc la partie volcanique de Guadeloupe sur laquelle se trouve la Soufrière, le volcan actif, qui est lui aussi d'ailleurs surveillé par le personnel et l'infrastructure de l'IPGP. Alors, ce qui est très intéressant en fait sur l'île de Basse-Terre, c'est qu'on a une roche homogène à peu près à l'échelle de l'île, qui est une andésite, donc qui est une roche de la même famille que les basaltes, une roche qui s'altère aussi très très vite. Mais on a des gradients nord-sud en particulier très importants en âge de la roche. Donc, si vous voyez sur la figure de gauche, vous voyez le sommet volcanique vers le sud de l'île. Donc ça, c'est la soufrière qui est active avec des roches qui, par définition, sont modernes. Et plus vous vous éloignez de cette zone active, en allant vers le nord, plus vous allez avoir des roches vieilles jusqu'à environ 3 millions d'années. En plus, ces roches sont extrêmement bien datées. Donc on a une sorte de gradient d'âge, comme ça, d'évolution spatiale qu'on peut remplacer par une évolution temporelle des roches et donc une sorte d'âge de la zone critique. Superposé à ça, vous le voyez au centre, il y a un gradient de précipitation qui est très important, qui lui est déclenché juste par la présence des reliefs en fait. Et donc c'est un gradient qui est lui aussi nord-sud, avec des fortes précipitations vers le sud autour du volcan et plus faibles vers le nord. Et en plus de ce gradient nord-sud, il existe aussi un gradient est-ouest avec des plus fortes précipitations vers l'est. Ça c'est dû en fait à la direction des alizés qui tapent sur l'île. Et puis, généré par ça, il y a aussi tout un gradient sur les types d'écosystèmes qu'on peut retrouver, et les assemblages et les communautés sur l'île. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi utiliser et dont j'essaierai de montrer des explications dans la suite. Une deuxième chose qui est très intéressante sur ce genre de domaine, ce sont le rôle des événements extrêmes. C'est-à-dire que dans la zone tropicale, évidemment, on est soumis à des événements extrêmes météorologiques comme les ouragans et donc des crues qui vont avec, mais on a aussi un petit peu de sismicité de par la présence du volcan. Et donc la question, c'est quel est le rôle de ces événements extrêmes sur la dynamique long terme des flux d'énergie et de matière et d'éléments dans la zone critique. Donc vous avez quelques exemples en fait ici de ces événements extrêmes sous forme d'inondations, de crues, de tempêtes ou encore de glissements de terrain. Alors, les sites qui sont surveillés, il y a en fait quatre bassins versants, 3 grands bassins versants et un petit bassin versant. Donc, les bassins versants, ça va être les sites numérotés sur la carte là, de 1 à 4, où on a 3 grands bassins versants qui sont Capesterre, Vieux Habitants et Bras-David. Enfin, pas très grands bassins versants, mais des grands bassins versants à l'échelle de l'île.
où la logique en fait d'instrumenter et de monitorer Capesterre et les habitants, donc les deux bassins qui sont les plus au sud, c'est qu'on est dans des roches qui ont à peu près le même âge, mais qui vont avoir, parce que l'un est du côté est et l'autre du côté ouest, des précipitations, des taux de précipitation différents. Alors que le bassin de Bras-David, qui est un peu plus au nord, correspond lui à des roches qui sont un peu plus vieilles que ces deux premiers. Et puis il y a le bassin de Kiok, on ne voit même pas la délinéation sur cette carte parce qu'il est tout simplement trop petit, mais qui est donc un tout petit bassin avec des taux d'érosion beaucoup plus faibles, une morphologie un petit peu différente sur laquelle je reviendrai. Et ensuite, il y a quelques autres sites, vous voyez, ceux qui sont numérotés 5, 6, 7 et 8, sur Capesterre et Vieux Habitants, en aval des stations de jaugeage, qui, eux, correspondent en fait à des sites sur lesquels sont faits des relevés télédétection réguliers, dont je vais parler aussi. Et puis, juste pour donner un petit aperçu de ce qui est fait, même si après j'y reviendrai dans les applications, bien entendu. En gros, pour vous donner des idées, ce qui est mesuré, ce sont les flux d'eau qui correspondent aux précipitations, au débit de la rivière, à l'eau souterraine, le transport sédimentaire, qu'il soit sous forme de suspension ou sous forme de grains grossiers sur le fond, ce qu'on appelle le bed load. La chimie des rivières, donc principalement de l'eau, mais elle aussi des sols, ainsi que des dépôts atmosphériques. Donc la chimie des rivières, c'est des paramètres comme le pH, la conductivité ou encore la chimie des ions majeurs, ainsi que le carbone. Et puis, il y a tout un tas de relevés morphologiques, comme je le disais, sur la taille de la rivière ou la distribution des tailles de grains, par exemple en utilisant des méthodes de télédétection. Voilà, donc maintenant que je vais donner un peu la vue globale, la vue d'ensemble de ce à quoi ressemble et où se trouve l'observatoire, je vais rentrer sur les projets scientifiques et on va dire les différentes découvertes qui ont été faites à Obserra sur ces quatre grands domaines ou processus de la zone critique pour lesquels les Antilles sont vraiment un hotspot. Et tout d'abord, l'altération. Donc, ici, vous voyez une manifestation majeure sous la forme de la conversion d'une roche en sol, d'un grand profil de sol, et recouvert évidemment d'une végétation luxuriante. Alors, tout d'abord, juste pour rappeler ce que c'est que l'altération, c'est en fait entre guillemets une mise à l'équilibre des roches qui sont mises à la surface de la Terre par différents processus tectoniques avec ces conditions de surface de la Terre, ces conditions de pure de pression, mais aussi de ces conditions d'environnement chimique. Donc en particulier, une réaction qui est écrite souvent de manière synthétique, c'est cette réaction de Urey que vous voyez en bas, ou un silicate de calcium qui représente assez bien finalement ce qu'est une roche volcanique, réagit avec le CO2 atmosphérique et avec l'eau pour donner au final, après transport de certains ions par les rivières dans l'océan, un carbonate de calcium, c'est ACO3, et puis d'autres produits secondaires comme de la silice, ainsi que des argiles et des oxydes qui vont former les sols et les sédiments des rivières. Donc évidemment, sur ce genre de réaction qui est très synthétique, on voit bien qu'on consomme du CO2 atmosphérique pour le séquestrer dans des carbonates, et ça c'est un petit peu typifié, on va dire, par ce qui se passe sur la photo, là où une île volcanique se dégrade peu à peu pour former un atoll qui lui-même est formé de carbonate. Donc ça, c'est un peu ce que l'altération fait sur le cycle du carbone global, et c'est la raison pour laquelle je le disais au début que les îles volcaniques sont très importantes, c'est que cette réaction sur les îles volcaniques, elle se passe très vite et de manière très réactive par rapport à l'intensité des flux d'eau et par rapport à la température. Alors, il y a d'autres manifestations, bien évidemment, de l'altération, des manifestations plus petite échelle. Ici, on voit ce qu'une roche devient quand elle est soumise à l'action de l'eau et des gaz atmosphériques. Ça, c'est un morceau de roche en fait, qu'on peut retrouver dans les sols de Guadeloupe. Je vais y revenir aussi après parce qu'on peut l'utiliser pour mesurer la vitesse de l'altération. Mais ce que vous voyez au centre gris, c'est le cœur célandésite de départ, avec une densité donnée de 2,7, une porosité relativement faible, une concentration en oxyde d'aluminium, une certaine concentration en calcium, exprimée ici sous forme d'oxyde aussi. Et ce que vous voyez autour, c'est la zone altérée, donc celle qui a subi ces transformations chimiques. Et donc, ces résultats quantitatifs, d'une certaine manière, c'est cette perte de densité et cet accroissement de la porosité, tout simplement parce qu'une partie des éléments qui étaient dedans, qu'on appelle les éléments solubles, ils sont partis en solution.
On va les retrouver dans quelques slides. Et par bilan, eh ben, on a enrichi certains éléments qui, eux, sont insolubles, comme l'aluminium, vous voyez, qui a monté, et on a perdu des éléments comme le calcium, dont la concentration a diminué dans cette zone altérée. À l'échelle d'un paysage, comment ça se manifeste? Eh ben, c'est la création de cette couche altérée. Donc, il y a bien évidemment tout un langage autour de savoir si on appelle ça un sol asynprolite, etc. Peu importe, hein, c'est une zone qu'on voit ici en rouge, en blanc un peu, parce qu'elle a été oxydée ou qu'elle a perdu certains éléments. Et puis, bien sûr, c'est ce qui permet la présence de cette couche vivante en surface et même en profondeur. Si on regarde où sont partis ces éléments qui manquent ensuite dans ces produits altérés, ben en fait, ils sont partis dans les rivières. Si vous voyez sur la droite ici la composition typique d'une rivière basaltique, en l'occurrence, c'est la rivière Langevin, la Réunion et pas en Guadeloupe, mais c'est quand même une rivière basaltique. Et donc, on y retrouve tous les éléments qu'on a perdus. Alors, une partie du sodium et l'ensemble du chlore ne viennent pas évidemment de l'altération, hein, ils viennent des dépôts atmosphériques. Mais le reste du sodium et puis d'autres éléments comme le potassium, le calcium et surtout l'alcalinité, le HCO3-, tout ça vient des réactions d'altération. Hein, et donc, le HCO3-, le carbone qui est dans le HCO3-, lui, vient du CO2 atmosphérique. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que d'une part, on voit que c'est le complémentaire de ce qui a été perdu dans les résidus que je vous ai montré juste avant, là, comme par exemple le sol ou cette couche altérée autour du petit morceau de roche que je vous ai montré, mais aussi que la vitesse à laquelle ces éléments sont transportés par les rivières nous donne une information sur la vitesse à laquelle un bassin versant s'altère. Voilà, donc c'était pour le tour général sur l'altération. Je préférais donner quelques clés un peu générales pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Maintenant, je rentre dans la question plus spécifique de ce qui est fait sur l'altération à basse terre. La première application, c'est justement l'utilisation de ce qu'on peut appeler parfois les clasts, ou on trouve parfois le mot de core stone, qui sont en fait ces débris de roche qu'on retrouve dans les sols et qui sont encore frais, non altérés en leur cœur et altérés dans leur périphérie. Donc là, on trouve un autre exemple sur la droite là, de photo d'un core stone qui a été coupé en deux. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit celui qu'on voit à gauche sur la photo, mais c'est le même genre d'objet qu'on trouve donc dans les sols. Et donc, on peut faire de manière assez intéressante des analyses chimiques sur la zone altérée ainsi que sur le cœur non altéré pour essayer de voir identifier les réactions à l'origine de cette altération chimique, essayer de mesurer son intensité et aussi, surtout, essayer de mesurer sa rapidité. Donc ça, c'est le travail en particulier que l'INMA, qui est à l'Université du Texas, a fait. Une première chose qu'on peut regarder, c'est déjà vérifier que effectivement cette zone altérée est effectivement altérée dans le sens où elle a perdu ses éléments les plus solubles. Hein. Vous voyez que sur ces diagrammes qui sont faits à partir de microscopie électronique à balayage, on a une perte de certains éléments, là où les zones qui sont un peu noires dans les 8 diagrammes de droite, en calcium, potassium, sur la zone la plus extérieure, alors qu'on a un enrichissement un peu relatif, par exemple, en fer dans cette zone extérieure. Donc, effectivement, ça correspond bien à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, cette perte d'éléments solubles comme le calcium et le potassium qu'on va retrouver dans les rivières, et cet enrichissement dans les autres éléments. Alors, une fois qu'on a ça, on peut utiliser d'autres types d'outils pour essayer de chronométrer, pour essayer d'avoir une vitesse, une date en fait à cette altération. Un des exemples, et c'est une des choses dont l'INMA et son groupe sont devenus spécialistes, ce sont les séries d'uranium. Alors, c'est un des nombreux outils utilisés en géochimie, mais c'est un des seuls outils qui peut effectivement nous donner des temps, des chronomètres vraiment sur les réactions d'altération. Alors, le principe, il est pas forcément simple pour celles et ceux qui connaissent pas très bien, disons, les séries décroissantes de l'uranium. Ce qui se passe, c'est que vous avez un certain nombre d'éléments chimiques qui sont reliés par des réactions de désintégration radioactive, dont ici l'isotope Per et l'uranium-238. Et donc, ce que ça forme ici, vous voyez ce qu'on appelle une chaîne de désintégration, une série de désintégrations, dans laquelle certains isotopes sont produits par désintégration d'un autre élément, et ces isotopes sont détruits par leur désintégration. Donc ici, c'est celle de l'uranium-238 qui a
durée de demi-vie très très longue. Et ce qui se passe, c'est que dans un système fermé, hein, vous pouvez imaginer ça comme en fait une suite de bassines qui sont reliées les unes aux autres et dont la bassine uranium, comme ça, donne de l'eau à la bassine thorium, qui ensuite donne de l'eau à la bassine protactinium, et ainsi de suite. Si on est dans un système fermé où l'afflux, on va dire, de l'isotope pair reste constant, et bien, au bout d'un moment, on atteint ce qu'on appelle un équilibre séculaire, c'est-à-dire que le flux de la bassine N à la bassine N plus 1 en fait, est constant, est constant et égal à celui de la bassine N à la N plus 1 à la bassine N plus 2, et ainsi de suite. Ce que ça veut dire en termes chimiques, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle les rapports d'activité, qui sont à peu près les rapports de quantité entre deux isotopes consécutifs, sont égaux à 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre séculaire. Et donc c'est celui qu'on atteint typiquement dans une roche qui n'est pas altérée, qui n'est pas ouverte aux interactions chimiques avec l'extérieur. Donc par exemple, un morceau de roche au cœur du classe que vous voyez en bas à droite, là, dans la zone grise, eh bien, va avoir un rapport d'activité égal à 1. Mais quand l'altération commence, c'est-à-dire quand les interactions avec l'extérieur commencent, eh bien, il y a certains éléments qui vont être solubles par rapport à d'autres. Il y a certains éléments qui vont être ajoutés. Hein. Il y a aussi des éléments en fait, qui viennent des eaux météoriques ou d'autres couches du sol et qui vont être ajoutés au système par l'interaction avec les eaux. Eh bien, cet équilibre séculaire, en fait, il est perturbé et les rapports changent. Alors, j'ai écrit ici certains inférieurs à 1, certains vont être supérieurs à 1, peu importe. En fait, là, ce qu'il faut retenir, c'est que les rapports changent. Et ensuite, avec le temps, eh bien, la radioactivité va jouer et les rapports d'activité vont essayer, d'une certaine manière, en l'absence d'autres perturbations, de revenir à 1. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que comme on connaît la vitesse à laquelle ces différents isotopes se désintègrent, on connaît la vitesse à laquelle ces rapports d'activité vont revenir à 1. Donc ici, c'est un exemple de ce résultat d'analyse. Vous voyez, hein, c'est à gauche, c'est en fonction de la distance entre à la limite entre cette couche altérée et le centre, on a le rapport on a deux rapports différents. En haut, c'est le 238 uranium sur le thorium 232 et en bas, c'est le thorium 230 sur le thorium 232. Et vous voyez que ces rapports, effectivement, sont bien égaux à 1 dans la zone non altérée, mais qui sont perturbés, différents de 1 en tout cas, dans la zone altérée. Et ça correspond en fait à de l'uranium qui a été altéré quelque part ailleurs dans le sol, probablement au-dessus de l'endroit où se trouvait ce claste, puis a percolé jusqu'à ce claste dans sa zone poreuse et altérée, et puis c'est adsorbé ou a coprécipité, enfin, a été ajouté en fait au système. Et une fois qu'on a fait ces mesures, si on applique dessus un petit modèle qui requiert quand même la connaissance de certains paramètres chimiques, et bien sûr celle des constantes de désintégration radioactive, on peut en fait, dans ce genre de diagramme, de diagramme d'isotope, reconstituer ou replacer les différents points échantillonnés dans ce claste en fonction de leur âge, du temps qui a dû s'écouler depuis que le système a été ouvert et que l'altération a commencé. Donc, vous voyez, en bas à gauche, ce sont les points en gris là, qui correspondent au cœur non altéré, donc qui correspondent à 0, hein, puisque l'altération n'a pas encore commencé, et puis différents points qui se trouvent à 20 000 ans, c'est-à-dire que pour un point donné relativement proche du cœur non altéré, on a commencé l'altération à 20 000 ans, et puis ainsi de suite jusqu'à 120 000 ans. Et donc, si on replace ça dans un contexte, ces données dans un contexte spatial, en fait, on peut regarder l'âge de l'altération, l'âge auquel a commencé ces réactions chimiques en fonction de la distance au centre, enfin la limite entre le centre et la zone altérée, et on obtient comme ça un taux de progression de la zone d'altération. Ici, hein, vous voyez, pour deux endroits différents dans un claste, de l'ordre de 0,2 mm par tous les 1000 ans. Donc, c'est bien évidemment quelque chose qui est assez lent à l'échelle de certains autres processus de la zone critique, mais c'est quelque chose qui en fait est assez rapide parce qu'on est dans ce contexte volcanique. Donc, ça correspond pour la formation d'environ 10 cm à environ 50 000 ans pour former ce claste. Alors, ça, c'est sûr que c'est une première chose. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une des manières de mesurer les réactions d'altération. Mais comme je le disais, ou comme je suggérais un petit peu avant, il y en a d'autres. En particulier, on peut aussi utiliser les rivières. Donc, comme je disais tout à l'heure, les rivières elles ont une composition chimique qui est en grande partie héritée des réactions d'altération. Et donc, en fait, si vous réfléchissez un peu à ce qui se passe dans un bassin versant, finalement, tous les solutés, tous les ions, toutes les espèces dissoutes qui vont être produites par l'altération vont finir par se retrouver dans la rivière. Et donc, avec une mesure du flux d'eau dans la rivière et de composition chimique de cette même rivière, on peut estimer l'altération, le taux d'altération à l'échelle du bassin versant.
Et si typiquement on a ce genre d'instrumentation sur les bassins versants, c'est en partie pour aussi faire ce genre de calcul. Donc par exemple ici pour la station de Capesterre, hein, où on a des mesures de débit, de conductivité, mais aussi de charge chimique et des différents ions qui sont dans la rivière, on peut faire on peut faire ce genre de calcul. Alors, juste pour vous montrer un exemple de ce genre de chronique, hein, puisque là, je reviens sur la partie vraiment instrumentation. Voici ce qu'on chronique d'une année sur Capesterre avec les précipitations, le débit. En haut, et en échelle inverse, la conductivité, donc qui donne une idée de combien il y a de matière chimique dissoute exportée par la rivière, et la turbidité qui, elle, donne une idée de la matière évidemment solide transportée par la rivière, en bas en rouge. Et on peut aller un peu plus loin que ça sur certaines analyses où, au-delà de la conductivité, on mesure des ions individuellement, comme ici le calcium en rouge, et qu'on peut comparer avec le débit. Donc, on a effectivement des chroniques de débit et de concentration en ions qui nous permettent de calculer des flux d'altération à l'échelle du bassin versant. Alors, ça passe aussi par la connaissance de ce qu'on appelle des relations concentration-débit, c'est-à-dire que les mesures de débit étant typiquement à très haute fréquence, ça peut monter jusqu'à 5 ou 10 minutes, alors que les mesures de concentration, elles, sont plutôt basse fréquence. L'échantillonnage typique qui est fait sur Opsera, ça dépend des bassins, je crois, mais on est entre 2 semaines ou un mois, plus quelques échantillonnages un peu clés pendant les crues. Eh bien, on établit ce qu'on appelle une relation concentration-débit qui permettent en fait à partir des mesures de débit de reconstituer une concentration, même quand on n'a pas vraiment la mesure de concentration, et ainsi de calculer bien des flux de soluté qui sont intégrés avec le temps. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a une idée de ce que la rivière transporte. Bien entendu, une partie de ce que la rivière transporte, je le disais tout à l'heure, ne vient pas des roches, vient aussi des dépôts atmosphériques et des précipitations en particulier. C'est vrai en particulier en contexte d'une île tropicale qui est soumise à des fortes pluies qui amènent beaucoup notamment de sel marin. J'y reviendrai un petit peu après. Mais ici, sur la gauche, vous voyez sur ces barres là, pour les trois grands bassins d'Obsera, la quantité de matière totale dissoute, donc qui sont toutes les espèces dissoutes. Et en utilisant différentes techniques, en particulier, ce qui est fait ici, c'est vraiment se baser sur les dépôts atmosphériques, enfin les dépôts de pluie tels que mesurés dans les stations Obsera. On arrive à soustraire l'influence de la pluie, donc c'est celle qui est en blanc, hein, et ainsi à extraire la partie noire qui est celle qui vient de l'altération des roches dans le bassin versant. Euh, Si on a des chroniques qui couvrent, on va dire, de l'échantillonnage basse fréquence, mais aussi d'échantillonnage haute fréquence pendant les crues, on peut arriver à faire la distinction qui est faite dans les barres à droite, là, où on voit la différence entre ce qui est exporté en gris, c'est-à-dire pendant les zones on va dire, les périodes de calme relatif hydrologique et ce qui est exporté en noir pendant les crues. Vous voyez que pendant les crues, c'est une fraction assez importante de l'export total de ces matières dissoutes qui viennent de l'altération. Voilà, donc maintenant qu'une fois qu'on a fait ces calculs à l'échelle du bassin versant, eh bien, on peut les tracer. Donc, c'est celles qui vont être données sur l'axe Y, là. Ces flux d'altération à l'échelle du bassin versant. Et on peut les tracer en fonction de ceux qu'on a mesurés dans des clastes à partir des séries de l'uranium, comme je l'ai expliqué auparavant. Et ça, c'est ce qui est donné sur l'axe X. Et ce que vous voyez, hein, donc, c'est que on a une relation qui est plutôt bonne en fait entre ces deux mesures qui sont totalement indépendantes, qui sont à des échelles indépendantes, qui n'ont certainement pas la même manière d'appréhender la variabilité spatiale, mais on a une bonne relation en fait entre ces deux mesures des taux d'altération. Alors c'est une bonne relation dans le sens relatif, mais dans le sens absolu, il y a une grosse différence quand même, c'est que ce qui est mesuré à l'échelle des rivières est bien plus important en termes de flux par unité de surface que ce qui est mesuré à l'échelle de ces classes, de cette progression de cette couche altérée. Alors ça, c'est quelque chose qui est en fait assez connu et qui n'a pas été démontré que à Obsera, hein, mais qui est dû en fait à une nature fractale des surfaces de l'altération. C'est tout simplement parce que si vous regardez le petit diagramme en haut à gauche, en fait, qui est un bassin versant, et bien en fait en profondeur,
les petites boules noires, là, vous pouvez l'imaginer comme autant de clastes, comme ce qu'on a en bas à droite. Et donc, la surface, par unité de surface du bassin versant, telle que celle qu'on observe depuis l'espace, par exemple, eh bien, en fait, on a beaucoup de surfaces de classes potentiellement. Donc, évidemment, pour que les deux grandeurs coïncident, eh ben, il faut imaginer que beaucoup de classes s'altèrent en même temps et donc que beaucoup de surfaces de classes s'altèrent en même temps. Donc, il y a effectivement un problème, d'une certaine manière, de normalisation de surface dans cette comparaison, mais ça montre bien, d'une certaine manière, que cette par unité de surface de bassin versant, on se retrouve à avoir à peu près 1000, 2000, 3000 unités de surface de classe et donc de surface, on va dire, opérationnelle pour l'altération. Donc, ce genre de comparaison et de chiffres, ce que ça nous dit, en fait, c'est que pour la question à quelle vitesse va l'altération à basse terre, tout simplement, tout d'abord, il faut savoir que c'est une vitesse qui dépend de l'échelle à laquelle on la regarde. Donc, ça, c'est une chose qui est importante et que donc, ça dépend fortement de l'outil qu'on utilise. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça va vite. Et juste pour le rappeler, j'ai replacé un diagramme que j'ai déjà montré dans certaines réunions Oscar, qui est en fait une comparaison entre les flux dissous mesurés sur les bassins versants pour différents bassins, donc qui recouvrent l'ensemble des bassins versants de l'Oscar d'une certaine manière. Et ce que vous voyez, les trois grandes barres rouges à droite, ce sont les bassins d'Observa, justement. Pardon, deux d'entre eux sont Observa. L'une est un autre bassin basaltique ou de roches semblables de l'IBAM. Mais ce que vous voyez, c'est que les bassins d'Observa sont parmi ceux qui produisent le plus de matière dissoute, tout simplement parce que ce sont des roches très très sensibles à l'altération, qui sont seulement surpassées par les calcaires du SNO-karst, qui eux aussi se déroulent très vite. Et donc, une des questions qu'il faudrait qu'on essaye d'aborder maintenant, un petit peu Observa, c'est de savoir quels sont les contrôles, qu'ils soient climatiques ou géomorphologiques sur cette altération et comment ces flux ont pu varier dans le passé. Donc, je voudrais parler un petit peu des flux d'eau maintenant à Observa et de comment toute cette eau qui tombe pendant les ouragans se distribue dans l'île et ensuite dans les rivières. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à Observa, une des choses qui a été faite, c'est que les données d'observateurs ont été utilisées pour tester certaines théories. Donc, on peut prendre certaines théories qui sont issues de manips de laboratoire ou voire même de considérations théoriques, physiques pures, et ensuite les tester sur des petits systèmes. Donc, ça, c'est le travail en particulier de notre collègue Éric Lajeunesse et de son équipe, où certains dispositifs expérimentaux, comme ce que vous voyez en haut à gauche, qui est vu en fait comme un aquifère expérimental et où on peut mesurer, on peut provoquer une précipitation et ensuite on peut mesurer en débit en sortie sur la courbe bleue. Peut être comparé avec des sites naturels sur lesquels on a des morphologies un peu semblables et où on peut avoir de l'instrumentation qui permet de mesurer elle aussi la pluie et puis la réaction à la pluie, c'est-à-dire le débit de la rivière. Et donc, ce qui a été fait notamment dans le cadre de la thèse d'Adrien Guérin, c'est d'établir des lois d'échelle entre la réaction d'une rivière en termes de débit, qui est ici le delta Q, et l'intensité d'un événement de pluie. Et c'est pour cette raison, pour vérifier en fait ces lois, qu'a été installé un réseau de piézomètres sur la ravine Kiok, et donc ce petit bassin, tout petit bassin versant qui contribue à la plus grande rivière de Bar-David. Et ce réseau de piézomètres, donc installé de manière perpendiculaire à la rivière, permet de mesurer en fait la hauteur de la nappe d'eau et ainsi de vérifier que ce qui est prédit par la théorie, en fait, en termes de réponse de l'aquifère et donc du débit à un événement de pluie, est bien observé sur le terrain. Donc, vous voyez ici le type d'installation dont on parle. Et l'exemple qu'on voit, effectivement, c'est que la théorie qui avait été établie à partir de lois physiques est vérifiée sur le dispositif expérimental que j'ai montré il y a 2 slides en haut, là, qui est ici indiqué par la relation en rouge entre la hauteur de pluie. Donc, c'est une donnée qui est ici normalisée. Donc, peu importe quelle est l'expression exacte, il faut savoir que l'axe X, c'est la hauteur de pluie. Et le plus haut débit enregistré pendant la crue, donc c'est ici ce qui est appelé le peak discharge sur l'axe Y, et bien cette relation théorique, en fait, elle est assez bien reproduite par les données sur ces différentes crues qui ont été observées pour la ravine Kiok. Et quelque chose qui est quand même assez marquant,
c'est qu'il n'y a absolument aucun fit ici, hein. C'est vraiment les données telles quelles posées sur la théorie. Donc, c'est aussi à ça qu'éventuellement peuvent servir des sites bien identifiés et bien instrumentés. C'est typiquement pour vérifier ce genre de théorie. Alors, on peut aller peut-être un peu plus loin ou regarder à plus grande échelle, en fait, en posant la question de où l'eau circule à basse terre. Une des informations importantes qu'on peut avoir sur où l'eau circule, ça vient de la géophysique et c'est des choses qu'on a commencé à appliquer en fait à Obsera aussi. En particulier, ça c'est le travail de Sylvain Pasquet et de Nicole Fernandez en cours sur les comparaisons entre les propriétés de subsurface en termes sismiques, donc la vitesse de propagation de certaines ondes dans la subsurface, qui nous permet d'identifier la structure de ce qu'il y a sous nos pieds. Donc vous voyez par exemple sur la droite, on a ce profil en profondeur de la vitesse des ondes P, donc qui sont la vitesse de propagation de certaines ondes sismiques. Ce que je disais, c'est que le profil sismique permet d'accéder à des zones profondes de la zone critique qu'on n'a pas par échantillonnage depuis la surface, et donc qui permet de sonder la densité et donc l'intensité d'altération qu'a subi la zone critique en profondeur. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on peut le faire à l'échelle, en fait, presque maintenant d'un bassin versant avec suffisamment de travail et de temps d'envie de porter des choses très lourdes que la géophysique nous impose. Et ça, ce sont en haut à droite les profils replacés dans un diagramme, enfin, dans un paysage en 3 dimensions que Sylvain a réalisé et où on voit en fait que sur la ravine Kiok, qui donc se retrouve qui est dans la zone upland, là, si vous regardez, on a certains types de profils et quand on descend vers la rivière de Bras-David, on en a d'autres. Et en fait, ces profils sismiques, je ne rentre pas dans le détail, mais en fait, ils montrent bien qu'on a pas la même épaisseur de zone altérée, ni la même épaisseur de zone active en termes de transport d'eau si on est en haut dans la ravine Kiok ou si on est plus bas dans la rivière de Bras-David. Donc ça nous commence à nous donner des indications sur la structure de la zone critique en profondeur sur basse terre, mais aussi sur son influence sur le transport de l'eau. Alors pourquoi c'est important ça? Parce qu'en fait, en fonction de la profondeur à laquelle l'eau circule, on ne va pas rencontrer exactement les mêmes minéraux et donc pas exactement avoir la même réactivité des minéraux avec l'eau et donc pas forcément exactement les mêmes réactions d'altération et donc les mêmes flux d'altération à la fin dans la rivière. En fait, ce qui se passe, c'est que sur un système comme Kiok, on peut aller regarder, je vais revenir à la slide d'avant, on peut aller regarder la chimie de la rivière dans la ravine qui se situe un petit peu en altitude, et puis descendre comme ça dans la rivière, le long de la rivière bleue, là, qui rejoint la rivière Bras-David. Et ce dont on s'aperçoit, ça c'est un travail qui a fait notamment l'objet de la thèse de Charlotte Le Traon à Rennes, qu'on a des discontinuités ou des variations très importantes de la chimie de l'eau en fonction de cette distance qu'on parcourt entre le haut, hein, cette ravine Kiok là, et puis le bas, donc la confluence avec la plus grande rivière de Bras-David, avec des accroissements du pH, de la conductivité en haut à droite, ou de la concentration de certains éléments comme le strontium ou le silicium, ou de certains rapports isotopiques qui tracent le type de minéraux avec lesquels l'eau a réagi. Donc tout ça, ce que ça veut dire en gros, hein, c'est que l'altération en fait est plus rapide pour l'eau qu'on retrouve en bas de la ravine Kiok par rapport à celle qu'on retrouve en haut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement plus rapide? C'est juste que ça a vu du matériel plus réactif et donc que ça finit par exporter plus de soluté. Alors ça peut être en fait, cette information peut être combinée je reviendrai sur ce diagramme après, peut être combinée en fait à l'hydrologie parce que on peut modéliser par où passe l'eau avec certains modèles qui prennent en compte la topographie et certaines hypothèses sur la structure de la subsurface, par exemple, qui viennent de la sismique. Et si on convolue ces chemins de l'eau que vous voyez sur les 2 diagrammes du haut, alors d'abord en plein de vue en haut à gauche et en coupe en haut à droite, si on convolue ces chemins de l'eau avec des lois de réactivité de l'eau avec les minéraux qu'elle rencontre, on arrive à prédire là où sont produits certains éléments. Ça, c'est le diagramme en bas à gauche, la carte de production du strontium, ou bien le flux total d'éléments formés par l'altération et exportés par l'eau en fonction de la distance parcourue dans la rivière. C'est ce qui est en bas à droite. Et donc, ces choses-là sont importantes parce que ça révèle en fait
le rôle de certaines discontinuités ou de certains phénomènes géomorphologiques dans le paysage sur ces flux d'altération, hein, parce que les flux d'altération sont relativement faibles quand on est dans la zone amont, là où il y avait la ravine Kiok, et beaucoup plus fort quand on arrive dans la zone aval, près de la confluence avec Brazzaville. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut un peu généraliser, parce que si on regarde à l'échelle de l'île, en fait, il existe cette discontinuité, elle se retrouve un peu partout, avec une différence entre une zone relativement peu érosive en amont, hein, c'est celle qu'on voit à gauche dans ce diagramme schématique, où il faut creuser à la tarière assez profondément si on veut passer la zone altérée, et où donc on a des sols qui sont très épais, donc c'est typiquement ce qu'on retrouve à Kiok, et puis une zone d'érosion beaucoup plus rapide, où les rivières, on voit bien, commencent à creuser un petit peu dans la roche, et donc c'est pour ça qu'on voit émerger ces grands galets là, et donc c'est typiquement ce qu'on retrouve à Brazzaville. Et donc cette discontinuité qui est entre les deux, c'est ce qui est appelé en anglais un nick point, la raison pour laquelle ça existe, ça c'est très débattu par les géomorphologues, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'analyse morphologique, en particulier faite par Pitzak et ses collègues, tente à montrer. Je reviendrai sur cette discontinuité après. Donc, pour conclure sur cette partie sur l'eau, hein, l'eau, où elle passe dans Basse-Terre, eh ben, elle passe dans les aquifères. C'est peut-être pas une surprise pour beaucoup, mais en fait, c'est intéressant de relever ça parce que beaucoup de gens pensent qu'il y a aussi un rôle très important de ce qu'on appelle le runoff de surface, hein, c'est-à-dire l'eau qui ne percole absolument pas dans les aquifères et qui rejoint les rivières directement après avoir être tombées sur la surface de la zone critique. En fait, la plupart des données montrent bien que l'eau, en fait, à Basse-Terre, elle passe principalement dans les aquifères où elle a le temps et elle peut réagir avec les minéraux. Donc ça, c'est important, mais ces minéraux, ils sont soit dans la zone déjà altérée, soit dans une roche poreuse. Et donc, savoir où cette eau passe exactement entre cette zone altérée et cette roche et combien de temps elle y passe, c'est quelque chose qui est important. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on essaiera d'améliorer dans les années à venir avec l'utilisation en particulier d'isotopes de l'eau pour essayer de contraindre ces temps de résidence dans la subsurface. Hein. Là, c'est des séries temporelles. Je vous montre un exemple de série temporelle d'isotopes de l'hydrogène, donc des isotopes de la molécule d'eau, dont, quand on fait la comparaison entre ces signatures dans la pluie, donc c'est celles par exemple qui sont montrées en jaune et en bleu, et ce qu'on trouve dans la rivière, ici qui sont montrées en noir et en vert, on peut avoir une idée du temps que l'eau a passé dans la rivière, dans l'aquifère. Donc ça, c'est des données sur lesquelles travaille Yotis, qui doit être dans la salle en ce moment et qui pourra vous en parler si vous lui posez des questions dans la semaine, j'imagine. Alors, pour ce qui est du transport solide, évidemment, c'est quelque chose qui est déclenché en particulier par le transport d'eau et on en trouve aussi beaucoup à Basse-Terre. Alors, du point de vue du transport solide, évidemment, on parle de transport solide, on parle d'érosion. Donc, ce qui déclenche l'érosion, c'est l'existence de pentes. Et donc, ce que je disais au début, un des aspects vraiment uniques de Basse-Terre, c'est qu'on a cette variation en âge du sud vers le nord de l'île. Et donc, on peut faire ce qu'on appelle des substitutions espace pour temps, où pardon. Quand on va du sud vers le nord, on a une espèce de dissymétrisation en fait de l'édifice volcanique et donc de changement des pentes. Hein. Donc le profil numéro 1, celui qui est en bas, c'est celui qui est en gros le plus jeune, le plus récent. On voit bien le profil d'altitude qui est en ligne solide et le profil de précipitation qui est en ligne pointillée à peu près symétrique. Et puis, au fur et à mesure qu'on va vers le nord et que donc l'édifice devient plus vieux de manière relative, eh bien, on voit que ça se dissymétrise sous l'effet principalement de l'érosion accrue sur la face est, due elle-même à un régime de précipitation plus fort. Et donc, on peut comme ça regarder un peu l'évolution de l'érosion avec le temps. Alors, une des difficultés quand même, c'est que c'est assez difficile d'aller regarder les flux d'érosion, enfin les flux de solides, au moins pour certains des processus, sur un endroit comme ça, parce que tout se passe pendant des événements extrêmes. En tout cas, beaucoup de choses se passent pendant les événements extrêmes. Et donc, instrumenter un bassin versant et l'échantillonner de la matière solide durant les événements extrêmes, c'est compliqué. Une des manières un petit peu de détourner ce problème, c'est la télédétection.
et en particulier l'utilisation de drones. Donc ça, c'est Pascal Allemand qui en est le spécialiste, entre les événements extrêmes pour mesurer ce transport solide. Donc, ce que Pascal a mis en place, hein, c'est un monitoring récurrent. Ici, par exemple, c'est entre deux années, mais il a fait ça à peu près tous les ans. Sur la rivière de Vieux Habitants, il y en a aussi sur Capesterre, du déplacement des galets. Donc ici, l'idée, c'est de regarder et d'essayer de quantifier et de comprendre aussi la dynamique du transport de la matière solide grossière, voire même très grossière. Et donc, Pascal a mis en place des algorithmes qui permettent, à partir des images drones, de repérer quels sont les galets qui apparaissent sur une certaine zone donnée entre 2 années et ceux qui disparaissent. Donc, à gauche, vous avez les deux images, 2012 et 2013, de la même zone sur Vieux Habitants, du lit de la rivière. Et puis, évidemment, il s'est passé un certain nombre d'événements extrêmes entre les deux dates, là, dont des événements très très forts durant lesquels la rivière était quasiment, enfin la zone qu'on regarde là était quasiment entièrement sous l'eau. Et ce que vous avez en haut à droite, eh bien, c'est cartographier les galets qui sont arrivés entre 2012 et 2013, c'est ceux qui sont en bleu, et les galets qui sont partis, c'est ceux qui sont en rouge. Et donc, on peut s'amuser à calculer le nombre de galets qui sont partis et le nombre de galets qui sont arrivés en fonction de leur diamètre. Et on voit bien évidemment que ceux qui ont le plus bougé, que ce soit partis ou arrivés, ce sont les plus fins. Mais on a donc des chiffres sur ce processus qui, par ailleurs, sinon, est extrêmement dur à mesurer. Alors ensuite, on peut aussi aller regarder avec une différente crue comme ça, quel est le débit qui a été nécessaire, parce que par ailleurs, il y a les mesures de débit sur cette rivière en continu, qui a été nécessaire pour bouger tel ou tel bloc, la taille de tel ou tel bloc. Et donc, ça nous donne une information sur le seuil, la puissance, la contrainte nécessaire en fait apportée par une crue pour bouger tel ou tel bloc. Et donc, on a ces données-là qui sont ici montrées sous forme de points et certaines relations théoriques qui donnent la courbe rouge, qui sont plutôt en bon accord, mais qui permettent de répondre à cette question, à quel débit on arrive à faire bouger un galet d'une certaine taille. Et une fois qu'on a ce genre de relation, en fait, on peut tracer le nombre de galets qui bougent en fonction du temps, non pas total, hein, parce que le temps, en fait, le transport ne se passe pas tout le temps, mais en fonction du temps de transport effectif, c'est-à-dire le temps pour une certaine taille de grain, le temps qui correspond au temps où le débit seuil, qui a été identifié donc, dans le diagramme d'avant, est dépassé. Et donc là, on voit qu'on a des relations, en l'occurrence une relation exponentielle entre le nombre de galets qui a bougé, donc c'est ce qui est donné sur l'axe Y, et le temps effectif, ce qui est donné sur l'axe X. C'est avec une décroissance exponentielle qui, là encore, est assez cohérente avec la théorie. Et donc ça, c'est ce que ça veut dire, en fait, c'est que le transport, il se passe à peu près comme le transport de ces galets, il se passe de manière à peu près attendue, d'une certaine manière, par la théorie, mais il se passe que pendant des événements très particuliers, pendant des événements extrêmes. Et donc, c'est bien la fréquence de ces événements extrêmes qui va contrôler l'export long terme de ces galets plutôt que le temps total. Ça, bien sûr, c'est ce qui concerne le transport très grossier. Il y a aussi du transport plus fin qui est fait en suspension. Ça, c'est aussi des choses qui sont enregistrées de manière continue à Observa, hein. Ici, on a un exemple avec la hauteur d'eau en bleu de la concentration en matière en suspension obtenue par les mesures de turbidité, mais aussi séparée par taille de grain. Donc, ça, c'était fait grâce à un dispositif qui s'appelle le LIST qui n'est plus actif maintenant, mais qui permettait en fait de distinguer entre différentes tailles de grains. Et donc, on a, en plus de la concentration en sédiment, on a la distribution de ces tailles de grains en suspension. C'est quelque chose qui a été regardé de manière plus détaillée lors de la thèse d'Amand, qui, elle aussi, je pense, est dans la salle. Qui a examiné ces relations entre le flux d'eau, le débit, et puis la turbidité comme marqueur du transport en suspension. Donc, on a des chroniques comme celles que vous voyez à droite, hein, relation entre la hauteur d'eau, qui est un proxy pour le débit, la quantité d'eau qui est transportée par la rivière en bleu, et puis la turbidité, qui est une mesure qui est une mesure optique, hein, dont la transcription physique n'est pas simple, mais qui permet d'avoir une idée de la concentration, de la quantité de matière en suspension dans l'eau, elle aussi en fonction du temps.
Je redis. Donc, comme je le disais, de toute façon, Amand pourra en parler mieux que moi, mais le modèle, c'est un modèle très simple qui fait l'hypothèse que la concentration en sédiment en suspension et le résultat entre la compétition, le résultat de la compétition, pardon, entre la sédimentation de ces grains, qui va tendre à les ramener vers le fond, juste de manière qui dépend de leur taille, évidemment, et leur resuspension à partir du lit de la rivière, qui va dépendre de la disponibilité de ces sédiments et puis de la contrainte apportée par l'eau, qui, elle, est reliée au débit ou à la hauteur d'eau. Et donc, en fait, avec ce modèle qui est relativement simple, hein, il y a 4 paramètres. Amand arrive à reproduire assez bien une grande partie des données de turbidité pendant les crues. Donc, ils sont ici montrés à gauche pour 3 crues différentes. À chaque fois, le diagramme de gauche montre la série temporelle de hauteur d'eau, donc du débit et de concentration en sédiments. Le diagramme de droite montre la même chose, mais dans un espace concentration contre le débit, concentration contre la hauteur d'eau. Et donc, les 3 crues que vous voyez à gauche sont ce qu'on appelle des crues anti-horaires. Et c'est ce que le modèle arrive à très, très bien reproduire avec des paramètres qui sont en plus raisonnables et qui dépendent finalement de la crue. Et donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on arrive à bien reproduire la dynamique avec un modèle très, très simple, la dynamique de ces crues. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y en a certaines qui ne sont pas reproduites, en particulier celles qui sont horaires. Hein. Ça, c'est dû à la nature elle-même du modèle qui ne peut pas reproduire ce genre de crues horaires. Et donc, peut-être que pour ces crues, il faut penser à d'autres processus qu'on doit prendre en compte, typiquement des processus qui consisteraient à apporter de la matière sédimentaire en amont et non pas seulement à la resuspendre depuis le fond. Et donc, on pourrait penser par exemple à l'influence éventuellement de mouvements de masse comme les glissements de terrain. Alors, c'est en fait ma dernière partie, la partie 4. Maintenant, je voudrais parler un petit peu du rôle de la vie là-dedans et de ce qui, de la dynamique du carbone organique à basse terre. Alors, une des conséquences de la présence de ces écosystèmes très productifs sur l'île de Basse-Terre, c'est l'export de carbone organique par les rivières, qui a pu être notamment quantifié durant la thèse d'Emilio sur les différentes rivières d'Obserra par l'échantillonnage haute fréquence pendant les crues, mais aussi à fréquence plus détendue, mais pendant plus longtemps sur des périodes de calme des rivières et donc de la quantification des différents flux de matière organique particulière ou dissous transportés par les rivières. Donc, vous voyez ici, par exemple, pendant une crue, je ne sais plus vous dire sur quelle rivière c'est, mais pendant une crue, vous voyez l'augmentation du débit en gris, la quantité des différentes espèces du carbone dissous, le carbone organique dissous, qui sont les losanges blancs, et le carbone inorganique dissous, qui lui donc vient de l'altération. Hein, c'est la même chose que le HCO3- dont j'ai parlé au début de la présentation, qui est ici montré en point noir, et le rapport entre les deux qui est montré sous forme de croix. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pendant les crues, en fait, on passe dans un système où on passe d'un système qui est dominé auparavant par l'export inorganique, qui vient de l'altération, à un système qui va être dominé par l'export organique du carbone, donc celui-là qui vient de la productivité primaire. Grâce à des chroniques telles que celles que j'ai montrées un peu avant sur les ions dissous, on peut établir le même genre de bilan où on regarde l'abondance, le rôle, on va dire, de ces différents régimes hydrologiques sur l'export du carbone organique. Donc ici, vous avez comparé donc en gris clair LWL, ce sont les low water, donc les périodes de calme hydrologique. En gris, ce sont les périodes de ces flottes, donc ce sont les périodes de crue, et en noir, ce sont les événements extrêmes. Et donc, on voit effectivement que les événements extrêmes, même s'ils jouent relativement peu sur les flux dissous inorganiques, le DIC, ils jouent un peu plus sur les flux de carbone organique dissous et ils jouent de manière extrêmement importante et disproportionnée sur les flux de carbone organique particulière, donc en suspension. Et donc, cet export de carbone organique se fait durant les événements de fort débit, mais en particulier sous forme particulière durant les événements type ouragan. Ce qui est intéressant aussi, si on revient à cette histoire de Nick Point dont j'ai parlé un peu avant, c'est qu'en fait cette discontinuité géomorphologique et donc crée une forme de discontinuité sur les réactions d'altération, j'en ai déjà parlé, elle est aussi une discontinuité en termes de dynamique d'écosystème.
Et que une des conséquences, notamment, c'est que les écosystèmes qui se trouvent en altitude, au-dessus de cette zone de Nick Point, là, donc cette zone avec des taux d'érosion assez faibles et des sols très épais, et bien ces écosystèmes ont des régimes nutritifs qui sont assez différents de ceux qu'on retrouve dans les zones les plus aval. Ça a pu être notamment quantifié via tout le travail qui a été fait sur la ravine Kiok du point de vue chimique, cette fois. Donc, j'ai montré tout à l'heure les résultats sur les piézomètres qui ont permis de contraindre et de tester certains modèles de mouvement des eaux dans les aquifères. Mais il y a aussi tout un monitoring chimique qui est fait sur Kiok où sur cette zone, avec des sols très altérés, qu'on appelle ferralitiques, on peut mesurer les flux chimiques entre différents compartiments. Alors, vous voyez quelques photos ici, les pluviaux lessivales à Truffaut, les écoulements de troncs, la litière, les solutions de sol, le sol, l'eau, et ça, tout ça permet en fait de savoir exactement comment se déplacent les éléments chimiques et en particulier les nutriments utilisés par les écosystèmes dans ce bassin versant. Et une des choses qu'on peut voir à Kiok de manière assez frappante, en fait, c'est le rôle des dépôts atmosphériques sur la nutrition de ces écosystèmes. Alors ici, je vous montre un exemple qui est issu de la thèse de Clémentine Clergue, ce qui repose sur l'isotope du lithium, mais il y a d'autres traceurs qui montrent des choses assez semblables. Donc ici, on utilise un rapport isotopique, pas du tout de la même manière que celui de ce dont j'ai parlé jusqu'ici, c'est-à-dire j'ai parlé des séries de l'uranium qui était un chronomètre, où j'ai légèrement parlé des isotopes de l'eau qui permettaient de mesurer le temps qu'a passé ou d'estimer le temps qu'a passé l'eau dans la subsurface. Ici, ce qu'on va essayer de tracer avec ce système isotopique du lithium, dont le rapport s'exprime sous forme de lithium 7 sur lithium 6, c'est l'origine de certains éléments qu'on va retrouver dans les sols et les processus qui l'affectent dans la zone critique. Et vous voyez, en fonction de la profondeur pour le sol et puis de quelques compartiments typiques de la zone critique, la composition isotopique du lithium à droite, exprimée en pour 1000. Donc, plus vous allez à droite sur cette échelle, plus on est enrichi en lithium 7, en lithium lourd. Et en fait, ce qu'on voit, c'est cette espèce de gradient en fait, très important au regard des incertitudes analytiques qu'on a. Si vous regardez les carrés marrons, là, entre la surface du sol, donc solide, jusqu'à la profondeur. Et ce que ça montre, c'est qu'en fait, la partie supérieure du sol est très, très influencée par les apports atmosphériques, en particulier les apports de poussière. Et d'ailleurs, cette composition isotopique en lithium dans la partie la moins profonde du sol est très, très proche de celle qu'on peut retrouver dans la végétation, ainsi que dans les poussières sahariennes ou encore les cendres. Donc, tout ça, ce sont effectivement les apports atmosphériques. Alors que, effectivement, quand on descend en profondeur, on commence à voir l'effet de certains processus qui fractionnent les isotopes du lithium, comme son incorporation dans certaines phases du sol. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que dans un écosystème comme celui qu'on a à Kiok, une bonne partie du lithium qu'on retrouve, et c'est vrai aussi ensuite, on peut le démontrer par extrapolation de ces résultats qu'on trouve sur ce traceur, mais à d'autres éléments traces et majeurs, eh bien, une bonne fraction de ce bilan, en fait, il est apporté aux écosystèmes par les apports des poussières. Et ça, c'est principalement parce qu'en fait, les nutriments qui sont par ailleurs qu'on trouve dans la roche, si on voit l'andésite en profondeur à droite, là, eh bien, ils sont à 12 ou 15 mètres sous la surface et que donc ils sont très très difficiles à obtenir pour une bonne partie de ces végétations, de ces arbres. Donc c'est là que les apports de poussière se révèlent importants. Alors, on peut établir ce genre de bilan ensuite de manière plus générale. Donc, ça, c'est pareil, c'est fait grâce à ces données d'observation au long terme qui permettent de mesurer ces flux pour différents éléments. Et la conséquence, enfin, l'implication, la conclusion générale qu'on retire de ces études, menées notamment par Céline, c'est que Kiok, on a besoin, enfin ces écosystèmes ont besoin de poussière, comme je le disais avant, pour se procurer ces nutriments, mais qu'en plus ils mettent en place certaines stratégies qui leur permettent de recycler une bonne partie de ces nutriments, c'est-à-dire d'éviter de les perdre à la rivière, mais de les recycler pour leur utilisation, pour la croissance végétative.
Ce rôle important des poussières, en fait, c'est quelque chose sur lequel on travaille de plus en plus à Obserra. C'est en particulier ce sur quoi Céline travaille beaucoup en ce moment, Céline Dessert. On sait qu'il y a des apports de poussière périodiques, notamment sahariens, dans les Caraïbes. Donc, c'est ce qui est montré ici sur la chronique long terme en rouge. Et donc, on voit que pendant certaines périodes, en particulier l'été boréal, on a ces apports accrus de poussière depuis le Sahara qui donc ont des énormes contenus nutritifs pour certains des écosystèmes de Guadeloupe ou de manière générale des Caraïbes. On retrouve un peu la même chose en Amazonie d'ailleurs. Et donc, c'est une forme de téléconnexion en fait intéressante avec un rôle de la circulation globale sur les apports nutritifs de certaines zones dans cette zone tropicale. Donc, ça a fait l'objet de la thèse de Yang qui est à l'IPG, qui a donc quantifié via des chroniques de dépôts d'aérosols, enfin de dépôts secs sur plusieurs endroits sur Basse-Terre, la saisonnalité de ces apports de poussière que vous voyez ici en rose sur une année. Et donc, on voit bien le contraste avec les dépôts qui, eux, viennent des apports marins, donc qui sont plutôt locaux, qui ne sont pas très nutritifs, les sels marins. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les deux dépôts sont à peu près en masse, à peu près équivalents. Je vois que l'axe Y, pardon, n'a pas d'unité, mais c'est la même unité qu'en bas, en kilogrammes par hectare et par an, avec sur l'année une quantité à peu près semblable en matière totale entre ce qui est apporté par ces dépôts marins, par ces sels marins, et ce qui est apporté du Sahara. Mais en tout cas, on a une forte saisonnalité. Donc, comment va la vie à Basse-Terre plutôt bien quand on regarde ces écosystèmes, mais il faut savoir qu'une bonne partie de ces écosystèmes, en particulier ceux qu'on retrouve dans les parties les plus amont, au-delà de Sonic Point, se nourrissent de la poussière. Et donc, c'est lié à la circulation atmosphérique globale. Donc, ça pose un tas de questions sur l'évolution future éventuelle de la nutrition de ces écosystèmes. Mais clairement, ce sont des opérateurs majeurs du cycle du carbone. Hein, et juste pour vous montrer un petit peu l'influence un peu plus de ces poussières. Je vous ai parlé du flux global hein, que ces poussières apportent, mais en fait, pour certains éléments nutritifs, comme par exemple le potassium, on voit bien tout en bas qu'il y a presque la moitié en fait, qui vient effectivement pour certains écosystèmes de ces apports sahariens par rapport aux apports marins. Je m'aperçois que le numéro 3 a disparu, mais l'idée, c'était ici de dire qu'en fait, la question maintenant se pose de l'hétérogénéité de ces apports de poussière à l'échelle de l'île. Et donc, c'est quelque chose sur lequel Céline travaille en ce moment avec notamment des collègues de l'INRAE pour essayer d'avoir une représentation un peu plus complète de ces apports de poussière à l'échelle de l'île et de leur rôle sur les bilans de certains éléments dans les sols. Voilà, j'ai fini ou presque. Je voulais juste finir avec quelques petites perspectives, des choses qui sont un peu en cours. Une des choses, c'est d'améliorer notre représentation de la variabilité spatiale des signatures isotopiques de la molécule d'eau dans la pluie à l'échelle de l'île. On a des effets qu'on appelle orographiques assez importants sur une île quand même où on a des variations de relief sur des petites échelles d'espace qui peuvent générer beaucoup d'hétérogénéité dans les apports dans les signatures isotopiques de l'eau qui ensuite sont importantes à prendre en compte si on veut vraiment utiliser ces signatures isotopiques pour quantifier les temps de résidence de l'eau. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Je viens d'en parler hein, du rôle des poussières, mais essayer d'étendre, d'aller un peu au-delà de Kiok et d'étendre à l'ensemble de l'île. Et ça, c'est la quantification du rôle de ces poussières, et c'est les travaux de Céline en ce moment, à travers un projet européen notamment, et la collaboration avec les collègues de l'INRAE en Guadeloupe. Il y a beaucoup de travail qui a été fait sur l'export chimique des rivières sous forme dissoute. Maintenant, on essaie d'étendre ça à l'export chimique sous forme de la matière sédimentaire. Il y a des travaux qui sont faits sur l'analyse des filtres, hein, qui sont nombreux et qui ont pas mal de matière sédimentaire. Donc qui permettront d'établir des bilans un peu plus complets. On a récemment lancé un travail sur les nanophases ou les nanoparticules qui sont en fait produites de manière assez intense dans les sols volcaniques et dont on ne connaît pas très très bien en fait le rôle sur l'export total. Donc ces nanoparticules, c'est des particules qui vont faire typiquement moins de
qui vont faire aux alentours du nanomètre jusqu'au micron ou 0,1 micron. Et donc, on quantifie assez mal le rôle sur l'export chimique des rivières. Et donc, il y a des nouvelles méthodes analytiques qui permettent d'aller les analyser. En particulier, on a le spectromètre de masse à l'IPG qui permet de faire ça. Et donc, une thèse va être lancée assez prochainement sur le sujet, avec notamment la collaboration de Marc Benedetti à l'IPG. Et puis, une des perspectives aussi, c'est d'aller un peu dans le passé et d'essayer de reconstituer des flux d'érosion et d'altération dans le passé, alors que ce soit pour l'Holocène, parce qu'il y a des variations importantes, qu'elles soient climatiques ou d'utilisation des terres sur l'Holocène, qui probablement ont eu des répercussions sur les taux d'altération et les taux d'érosion sur les îles volcaniques, qu'on ne connaît pas très très bien. Et puis au-delà, parce que ce qui est intéressant avec les îles volcaniques par rapport à ce qui a été par rapport au paradigme, on va dire, qui a été principalement utilisé, c'est que les îles volcaniques, ça se crée, en tout cas, un édifice volcanique se crée, et puis ensuite, en général, disparaît au bout d'un moment. Et donc, on a, contrairement à des zones montagneuses, on n'a pas de ce qu'on appelle l'uplift, de surrection constante. Et donc, on est dans une situation un peu différente où on a la création de relief sur une sorte de pulse et sa destruction sur le long terme. Et donc, ça, on ne connaît pas très, très bien le timing. Et là encore, avoir ce genre de laboratoire naturel actuel de l'érosion et de l'altération, et ben on peut essayer de combiner ça avec des enregistrements sédimentaires pour essayer de reconstituer l'historique de cette destruction d'édifices volcaniques. Voilà, et ben je vous remercie pour votre attention, malgré la distance et l'heure précoce dans la journée. Et puis, si j'arrive à les entendre, je répondrai avec joie à vos questions.